Bonjour, voici le thème 36 sur le langage littéraire. Je vais donc vous expliquer ce qu'est le langage littéraire, quelles sont les caractéristiques du langage littéraire, où le trouve-t-on, et surtout comment, en tant qu'enseignant, le travailler avec vos élèves. A tout de suite. Essayons dans un premier temps de définir ce qu'est un langage littéraire ou ce qu'est le langage littéraire. Un texte, c'est un ensemble cohérent d'énoncés qui forment une unité de sens et qui a une intention communicative. Donc le but, c'est de transmettre un message. L'adjectif littéraire est associé à la littérature, soit l'ensemble des expertises visant à lire et à écrire correctement. Donc le texte littéraire, c'est celui qui utilise, qui emploie le langage littéraire, un type de langage qui obéit à des préoccupations notamment esthétiques, afin de capter l'intérêt du lecteur. L'auteur de littérature cherche les mots appropriés pour exprimer ses idées avec soin et beauté, tout en suivant un certain critère de style. Donc cette esthétique, elle va dépendre du propre auteur, qui pourra être obtenu au moyen de plusieurs moyens linguistiques et techniques littéraires. Parmi ces moyens, on peut trouver donc les ressources grammaticales, en ajoutant, en supprimant, en répétant des structures, les ressources sémantiques, à partir par exemple de l'altération du sens des mots, telles que les métaphores, les métonymies, ou également des ressources phoniques avec des jeux sur le sens des mots. Voici un exemple d'adaptation littéraire. Vous avez un texte informatif. Ne buvez pas si vous devez conduire. Prenez soin de votre famille. Et vous voyez que vous avez en dessous la même phrase, mais développée de manière littéraire, avec des métaphores, avec des emphases, etc. Si jamais un verre de nectar séducteur se croise sur votre chemin, remerciez gentiment le geste et refusez l'invitation. Qui sait si cette substance n'a pas été préparée par le propre démon dans le but de mettre en péril l'existence de ceux qui vous seront chers. Vous voyez donc que l'intention communicative est extrêmement importante. Il n'est pas logique d'orner, de mettre plein d'emphases comme ça dans un texte avec de nombreuses figures de style, avec des phrases très élaborées, si le but est juste de faire passer un message de façon claire et précise au plus grand nombre, comme c'est le cas dans les journaux par exemple. Un journal va utiliser la formule informative. C'est donc le style littéraire, c'est une manière d'utiliser les moyens d'expression du langage, un choix qui peut être spontané ou raisonné et qui dépend du sujet traité. Ça dépend également des lois du genre, comique, lyrique, et de la réaction personnelle de l'auteur au quotidien. Alors, le genre narratif, les genres littéraires se retrouvent dans énormément de types de documents. On va le trouver notamment dans le genre narratif. Alors, le texte narratif a la particularité de raconter une histoire qui est inventée ou qui est réelle par l'intermédiaire d'un narrateur. Alors, cette histoire, elle peut être racontée sous la forme d'un roman. Ce sera donc un récit long dans lequel les actions et les personnages sont nombreux. Vous avez par exemple le roman Petit Pays de Gaël Faye, que nous étudierons cette année, qui nous raconte l'histoire d'un enfant en pleine guerre civile et ethnique au Rwanda. D'ailleurs, à ce sujet, cette année, en 2020, le film éponyme, c'est-à-dire du même nom, vient d'être publié. Donc il est sorti en 2020. Je vous conseille d'aller le voir. Les critiques sont excellentes. Vous avez d'autres romans, bien entendu, comme Les Misérables de Victor Hugo, qui nous raconte l'histoire commune de Jean Valjean, Cosette, Fantine, l'été dernier, au XIXe siècle, en France.
Vous avez une nouvelle. Alors, il s'agit d'un récit plus court qui vise à surprendre ou à impressionner le lecteur. L'action est souvent concentrée autour d'un personnage central. La brièveté du récit renforce l'effet dramatique ou humoristique. Par exemple, dans les nouvelles de Éric Emmanuel Schmitt, Concerto à la mémoire d'un ange, ou dans les nouvelles de Jean-Marie Leclésio, Mondo et autres histoires. Vous avez également un auteur très connu pour ses nouvelles, mais qui n'est pas français, c'est Edgar Allan Poe, avec par exemple Double meurtre dans la rue Morgue. L'histoire se concentre sur le meurtre de 2 femmes. Il faut découvrir le meurtrier, ce qui n'est pas sans poser de problème. On trouve dans les nouvelles plusieurs types de romans ou de nouvelles psychologiques, historiques, aventures, réalistes, policiers, fantastiques, science-fiction, etc. Et puis vous avez le conte. C'est un récit qui présente traditionnellement un héros à la poursuite d'une quête, donc d'un but, dans laquelle interviennent des éléments souvent merveilleux, des ogres, des fées, des animaux parlants, etc. On peut par exemple citer les contes de Perrault ou éventuellement même les contes philosophiques comme ceux de Voltaire. Vous avez le théâtre. Alors, un texte de théâtre présente les répliques des personnages précédées de leur nom et des indications scéniques. Celles-ci vont servir à préciser les jeux de scène, les mouvements des acteurs prévus par l'auteur de la pièce, etc. Contrairement au genre narratif que nous venons de voir, ce n'est pas la narration, mais les dialogues entre les personnages qui sont privilégiés. La particularité du texte de théâtre est qu'il doit être joué et mis en scène. Vous avez des auteurs célèbres de théâtre francophones ou français, Molière, Racine, Ionesco, Beckett, Jarry. Nous étudierons chacun d'entre eux au cours de l'année. Une des caractéristiques, c'est l'utilisation des italiques ou des majuscules qui nous permet de différencier les indications scéniques du nom des personnages et les phrases prononcées par les acteurs qui sont écrites dans une typographie souvent normale. Il existe plusieurs types de théâtre. Tout d'abord, la comédie. Elle cherche à faire rire le spectateur et se termine toujours bien, puisque les héros réussissent toujours à résoudre les conflits qui les opposent. Ça peut être des conflits entre les parents et les enfants, entre les maîtres et les valets, entre le mari et les femmes, etc. Par exemple, dans les fourberies de Scapin, Scapin, par ses nombreuses ruses, permet le mariage d'Octave avec Hyacinthe et également celui de Léandre avec Zerbinette. La tragédie. Elle met en scène des personnages nobles. Bourgeoisie pour la comédie, noblesse pour la tragédie. Donc ça peut être des rois, des princes, des seigneurs, qui mènent un combat héroïque contre la fatalité, c'est-à-dire le pouvoir des dieux et des hommes. Quand ils sont placés devant des choix difficiles, ces personnages ne peuvent généralement éviter une fin tragique, marquée par la violence, le sacrifice et la mort. Par exemple, dans la pièce de Racine, Phèdre, l'histoire se termine par la mort des 2 héros. On trouve également, je ne l'ai pas précisé sur cette fiche, le genre théâtral de la tragicomédie et également la farce. Et on trouvera d'autres types de pièces de théâtre au XXe siècle. D'autres genres littéraires sont la poésie. Alors la poésie, c'est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrites généralement en vers, mais qui admettent également la prose, et qui privilégie l'expressivité de la forme. Les mots disent plus qu'eux-mêmes par le choix, les sens, les sonorités et l'organisation, l'agencement, le rythme, la métrique, les figures de style. La définition de la poésie peut être difficile à faire parce qu'elle varie selon les époques, au point que chaque siècle a pu lui trouver une fonction et une expression différentes.
il faut y ajouter également l'approche propre à la personnalité de chaque poète. La poésie s'est constamment renouvelée au cours des siècles, avec des orientations parfois différentes, selon les époques, selon les civilisations, selon les individus. Vous avez par exemple le poème lyrique, le poème prophète, le poète voyant, le poète engagé, etc. etc. Quelques célèbres poètes, Baudelaire, Verlaine, Victor Hugo, Lamartine, Rimbaud, Apollinaire, et bien sûr le prince des poètes, Ronsard. Vous avez également le genre argumentatif, c'est-à-dire l'essai ou l'apologue. La caractéristique principale, c'est de donner et de justifier son opinion sur un sujet. Donc en littérature, un essai, c'est une œuvre de réflexion qui porte sur des sujets les plus divers et exposée de manière personnelle, voire subjective, par l'auteur. L'essai peut être polémique ou partisan. C'est un texte littéraire qui se prête bien à la réflexion philosophique, mais aussi à d'autres domaines comme l'histoire, les sciences, la politique. Donc ce terme d'essai a été créé et rendu célèbre par Michel de Montaigne dans ses essais, où il aborde de nombreux sujets d'étude du point de vue strictement personnel. L'apologue, quant à lui, c'est un discours narratif, démonstratif et allégorique à visée argumentative, rédigé principalement en vers, avec, à la fin, une morale pratique. Le genre épistolaire, il est essentiellement représenté par la lettre qui obéit à des codes qui lui sont propres. La lettre est disposée selon des règles précises de mise en page. Le lieu, la date de rédaction en haut à droite, l'adresse du lecteur, enfin au lecteur, cher monsieur, etc. Les formules de clôture, je t'embrasse, à très bientôt, cordialement, ou de manière beaucoup plus formelle, vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, etc., etc., etc. Donc, les frontières entre les genres ne sont pas toujours claires, mais il y a énormément, vous l'avez vu, de genres littéraires. Par exemple, un conte peut appartenir au genre narratif, mais également au genre argumentatif. Par exemple, dans le conte Zadig de Voltaire, par le biais des aventures de son héros, Voltaire dresse une critique féroce de la société dans laquelle il vit, la malhonnêteté des juges, l'intolérance religieuse, les trahisons des proches, etc. Voyons maintenant le traitement du langage en français, langue étrangère. Alors faisons tout d'abord un bref historique des rapports entre la littérature et le français, langue étrangère, dans les différentes méthodologies, et qui nous rappelle que la littérature a connu de façon cyclique des phases de sacralisation et de désacralisation. Donc c'était considéré comme un corpus idéal réunissant les trois pôles de l'objectif formatif, c'est-à-dire l'esthétique, l'intellectuel et le moral, dans la littérature jusqu'aux années 1950. Donc la méthodologie traditionnelle encourageait l'utilisation de la littérature et n'utilisait presque que la littérature. La littérature était vraiment l'objectif de tout apprentissage. Par contre, elle a été bannie de l'enseignement des langues vivantes par la méthodologie structuro-globale audiovisuelle au début des années 1960. Le texte littéraire a refait son apparition dans les méthodes de langue dès le début des années 80 et il a été validé par l'approche communicative. Toutefois, ce retour, entre parenthèses, s'est réalisé de manière beaucoup plus nuancée. La littérature est devenue un document authentique comme les autres. En effet, l'importance croissante de l'oral dans l'apprentissage a évincé, a remplacé la littérature, domaine de l'écrit par excellence, et dont la langue apparaissait parfois trop éloignée de la langue utilisée par les natifs. Donc l'enseignement des langues
on l'a vu depuis les années 80, est entré dans la logique du marché. Donc ce sont les produits les plus adaptés aux besoins des consommateurs qui ont la priorité. Et la littérature ne fait pas forcément partie de cette offre. Le CECRL, notamment pour l'Europe, en définissant des objectifs et des standards de compétences, s'inscrit avant tout dans une optique professionnelle, ou pour le moins pratique, à savoir la capacité à réaliser des tâches. Et dans ce contexte majoritairement, on va dire, utilitariste, le texte littéraire ne peut pas être prioritaire. Il a donc été nécessaire de redéfinir les liens entre la littérature et l'enseignement des langues. Alors, le CECRL, même s'il l'évoque assez peu, ne néglige pas la littérature. Il précise que les littératures nationales et étrangères apportent une contribution majeure au patrimoine culturel européen, que le Conseil de l'Europe voit comme une ressource commune inappréciable qu'il faut protéger et développer. Le texte littéraire est également cité plusieurs fois dans la grille pour l'auto-évaluation, qui a pour objectif de constituer un référentiel de compétences. Il est souvent associé à la lecture, à l'expression orale et à l'écriture. Il est notamment mentionné dans les niveaux les plus élevés, B2, C1, C2. Il est également présent dans le portfolio européen des langues, comme un outil d'évaluation. La littérature doit donc être un prétexte pour transmettre des informations, que ce soit de manière orale ou écrite, mais c'est également un moyen efficace de parler de soi. Alors, quel type de texte? Il s'agit de tenter de concilier les exigences du cadre européen, c'est-à-dire le travail des compétences langagières, la dimension interculturelle, la pédagogie de projet, sans pour autant instrumentaliser le texte littéraire, ni renoncer à l'analyse ou, bien plus important encore, au plaisir de la lecture. Pour cela, il faut essayer de permettre aux élèves d'aller au texte comme on va dans un jeu. Le risque, en effet, est que le professeur tente d'élucider les références culturelles ou les problèmes linguistiques, et donc de didactiser un petit peu la situation de lecture et de la rendre scolaire et non pas littéraire. Donc, quel type de tâche? On peut tout d'abord essayer de mener une lecture collaborative, au cours de laquelle les apprenants choisiront un ou des textes qu'ils aiment et partageront leurs impressions de lecture entre eux, ou mieux, si vous avez la possibilité, avec l'écrivain. On encourage ici l'élève à exprimer l'effet affectif du texte sur lui, ou du moins de s'engager par identification ou par contre-identification à des personnages, à la prise de position devant des modèles d'action. La lecture linéaire devient une activité collective qui va permettre d'ouvrir un espace d'expression personnelle. On peut mettre également une exploitation actionnelle du texte qui va laisser toute sa place au lecteur, à sa lecture, à ses sentiments personnels, tout en créant un espace de discussion proche de l'authentique. Le projet peut également être de produire d'autres textes. À partir notamment de ce document littéraire. On considère en effet qu'une lecture active mène toujours à l'écriture. Ces productions écrites, collectives, à dimension sociale, peuvent être ensuite publiées
sur Internet grâce à un travail collaboratif et ça permettra de développer la réalité sociale et donc de développer la motivation. Ça va permettre de contribuer également à l'accomplissement d'un dialogue entre des individus, des élèves qui ont des identités sociales différentes et à prendre en compte la complexité de leurs identités. Ce sera également un moyen de mettre en place des médiations, de découvrir l'autre et de se découvrir soi-même. Alors, quels sont les critères de sélection? Alors, le rôle du texte littéraire, il est indéniable, il est indiscutable et il est indispensable. Vous devez l'intégrer à l'ensemble de vos supports. Mais attention, ce ne sera pas le seul support. Il sera un support parmi d'autres, parmi des fichiers vidéo, des audios, des images, d'autres textes qui ne sont pas forcément littéraires. Et bien entendu, vous devez débuter par des niveaux intermédiaires. Vous ne pouvez pas faire ça avec des débutants complets. Il faut qu'ils aient un minimum de connaissances. C'est assez irréaliste de vouloir proposer ce type de support à des débutants. Il faudra ensuite trouver des textes simples, éventuellement accompagnés d'images, qui vont faciliter la lecture. Et il faudra trouver des textes qui sont adaptés au niveau linguistique des apprenants. Donc les difficultés à surmonter sont sélectionner les textes, trouver des textes qui ne soient pas trop longs, qu'il n'y ait pas trop de difficultés culturelles à l'intérieur, et permettre aux élèves de s'approprier ces références culturelles et donc d'apprendre à connaître l'autre et à se connaître soi-même. Votre rôle de professeur, ça peut être des tâches tout d'abord de prélecture, des travaux interactifs sur le texte, suivis d'activités qui vont permettre de voir s'ils ont enregistré, s'ils ont compris le texte. Plusieurs étapes à suivre, présenter le sujet ou le thème, ça c'est avant la lecture, donc leur dire quel va être le thème principal du texte. La lecture doit rester un moment extrêmement important. Ça peut être une lecture collective, ça peut être une lecture du professeur, ça peut être un fichier audio, mais ça peut être également une lecture des élèves directement, en silence. Pardon. Il va falloir leur permettre également d'observer un petit peu le texte pour retrouver par eux-mêmes les particularités stylistiques qu'il peut y avoir dans un texte littéraire. Il va falloir qu'ils découvrent par eux-mêmes les éléments spécifiques et puis, au-delà, entrer dans les détails pour bien comprendre les textes. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur le thème 36. À bientôt, au revoir.